c'est de faire attention à son alimentation. Alors, sur l'alimentation, on peut dire plein de choses parce qu'on lit plein de choses, on entend plein de choses. Et puis au final, enfin, je sais pas, moi, je suis un peu perdue, peut-être que vous l'êtes pas, mais moi, je suis un peu. L'alimentation, je l'ai même noté tellement qu'il y a de termes, on parle de tout un tas de problèmes. On parle de boulimie, d'anorexie, d'obésité, de cholestérol, de maladies cardiovasculaires, d'allergies, de troubles du sommeil, de régime Montillac, de paléolithique et de régime des groupes sanguins. Enfin bref, ça n'en finit pas et on ne sait plus où donner de la tête. Ce qui était bon il y a 20 ans est déclaré mauvais aujourd'hui. Alors, en entreprise, quand j'interviens, moi j'interviens sur des présentations comme aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont très généralistes et en fonction de ce qui est décidé par les entreprises, elles peuvent demander, des interventions plus, pointues, en alimentation et je travaille avec une naturopathe et qui va pouvoir animer, tout un tas d'ateliers sur ces sujets-là et le mot d'ordre et là je partage totalement ces valeurs, c'est que le plus intelligent, c'est d'essayer de revenir à des fondamentaux et à une alimentation naturelle. Alors que ton aliment soit ta seule médecine, c'est quand même Hippocrate qui le disait, ça fait très longtemps. On a un peu perdu de vue, toutes ces notions et c'est bien dommage. Alors, nous sommes ce que nous mangeons. Cette photo est juste épouvantable, mais c'est pourtant, à peu près ça quand même. 80% des Français snackent entre les repas. 30% des adultes dépassent un verre de boisson sucrée par jour. Moi, je suis très étonnée quand je mange au restaurant d'entreprise ou au restaurant normal. Le nombre de personnes qui peuvent dîner ou déjeuner avec une boisson sucrée, c'est très important, alors qu'on devrait tous manger à l'eau. Qu'on a quand même un adulte sur deux qui a des problèmes de surpoids ou carrément d'obésité et qu'on est 3,7 millions de diabétiques en France et c'est un chiffre qui est dit être sous-estimé parce qu'il y en a qui s'ignorent. Bah oui. Autant quand on est insulinodépendant, on peut pas s'ignorer, autant quand on est un diabète gras, Ouais, ça peut durer un moment avant qu'on s'en rende compte. je vais toujours dans le mauvais sens. Donc en fait, ah tiens, j'avais un autre chiffre à vous donner là que j'ai pas mis dans la diapo, j'y vois en posant mes yeux sur la feuille. C'est que le Bureau international du travail a aussi fait une étude montrant que la mauvaise hygiène alimentaire est à l'origine d'une baisse de productivité de 20% dans l'entreprise. Donc ça aussi, c'est incroyable. Et en fonction de ce qu'on va manger, on peut être complètement inactif l'après-midi parce que on va avoir mangé quelque chose de trop lourd qui va nous endormir, qui va faire qu'on ne va pas se concentrer comme il faut, etc. Alors, pourquoi évoquer l'alimentation en entreprise? Euh, j'ai peut-être raté un petit chapitre que je voulais vous présenter là. C'est que souvent, quand on parle d'alimentation, on l'associe très souvent au poids. Je ne sais pas si c'est le cas, moi, autour de moi, surtout les femmes, c'est il faut que je fasse attention à ce que je mange, j'ai pris du poids, la ménopause, le machin, le truc, c'est le poids, le poids, le poids. Or, l'alimentation, elle est aussi très liée à notre état de santé. Et ça, on en entend moins parler, je trouve. Quand vous avez autour de vous des gens qui ont des problèmes de peau, un eczéma, un psoriasis, le médecin ne va pas forcément évoquer un problème d'alimentation. Pourtant, il faudrait. Parce que cette personne aura peut-être tendance à manger des choses qui favorisent l'inflammation ou l'acidité de son corps. Et du coup, son corps, en réaction, va développer un problème de peau. Il va y avoir des douleurs chroniques, il va y avoir des tendinites chroniques. Ça aussi, c'est pareil, ça vient d'un état inflammatoire général du corps. Cet état inflammatoire, il peut être diminué en modifiant son alimentation et en ayant une activité physique aussi. C'est la même chose pour les enfants qui ont des maladies infantiles chroniques. Par exemple, un enfant qui fait des angines à répétition, il faut toujours se poser la question de l'entrée alimentaire. Pour les enfants, ça va peut-être être se poser des questions sur trop de lait, trop de sucre, des choses comme ça. Ça, c'est un point hyper important parce que depuis le début de mon activité où j'accompagne des personnes qui ont des pathologies chroniques, l'alimentation, c'est juste essentiel. Je vais vous citer 2 exemples qui sont incroyables. J'ai accompagné une dame qui était en prédiabète de type 2, c'est-à-dire une dame qui était en surpoids,
avec des problèmes de sucre. En fait, elle est tombée sur un médecin qui était très bien, un médieux, c'est-à-dire qu'il lui a dit, il y a 2 solutions, soit de suite, je vous mets sous médicaments et puis vous continuez votre vie, soit vous modifiez totalement votre alimentation et vous l'adaptez à votre pathologie et vous faites une activité physique, mais alors hyper régulière. La régularité dans le cas d'une pathologie chronique, c'est hyper important. Et donc, elle a suivi la 2e recommandation et ça fait 2 ans. Et depuis 2 ans, ses analyses sont tout à fait normales. Elle a perdu du poids parce que, c'est pas qu'elle a fait un régime, mais c'est qu'elle a mangé autrement. Son activité physique, elle avait une activité physique quotidienne, à peu près entre 45 minutes et 1 heure d'activité physique par jour. Donc ça, c'est un exemple qui est assez incroyable. Et une autre personne que j'ai rencontrée dans l'association de Parkinson, une dame qui, après sa 2e grossesse, a eu la maladie de Parkinson, donc c'est vraiment très, très jeune pour avoir cette maladie. Et de suite, elle a eu tous les symptômes de tremblement, donc elle était très gênée dans sa vie au quotidien. Alors elle a commencé à faire de l'activité physique régulièrement, donc il y a eu un plus, mais c'était pas suffisant. Donc elle a modifié son alimentation en enlevant le gluten. Elle a vu un plus, mais c'était pas suffisant. Et elle a complètement modifié son alimentation en faisant un truc particulier dont j'ai oublié le nom. Mais c'est une alimentation qui est très grasse, parce que pour le cerveau des personnes qui sont atteintes de Parkinson, il faut amener beaucoup de gras. Et donc c'était gras, mais il n'y avait plus du tout de sucre, donc plus de fruits et plus rien de sucré, de transformé, etc. Et là, pour le coup, elle a vu tout s'accumuler, elle a vu ses symptômes diminuer de moitié. Donc le jour où on s'est rencontrés, je n'aurais pas pu dire qu'elle était atteinte de Parkinson parce qu'elle ne tremblait plus du tout. Donc franchement, voilà, pourquoi évoquer l'alimentation de façon personnelle ou dans l'entreprise, c'est hyper important pour toutes ces raisons. Après, on peut juste rajouter que quand on est en surpoids, ça peut aussi provoquer des problèmes de dos. Tout ça, Ouais. ça amplifie tous les PMS. En fait. Ouais, tout à fait. Alors, pourquoi évoquer cette alimentation en entreprise? Parce qu'en entreprise, entre midi et 2, on veut pas payer des cents et des mille pour manger, on veut que ce soit pas trop cher, on n'a pas le temps, on veut que ce soit vite expédié, on a pris des habitudes qui sont pas bonnes, c'est-à-dire qu'un petit déjeuner, on peut très bien le manger en marchant dans les transports en commun. On va prendre des trucs sucrés, des gâteaux qu'on va pouvoir prendre individuellement et donc mettre du sucre dans son corps dès les premières heures du matin. On va manger de la junkie food, le truc rapide qu'on peut ramener au bureau, les sodas qu'on va manger, qu'on va boire à table. Et puis notre pause déjeuner, en 20 ans, elle a complètement fondu. On est passé quand même de 1h38 dédiée à la restauration à juste 22 minutes. Donc, en plus de manger vite, un peu des choses qui sont englouties rapidement, on a perdu cette recherche de partage entre midi et 2, de partager avec des collègues avec qui on va passer un bon moment et on va rigoler, et pas son manager qui va nous faire chier à nous poser des questions boulot. On a perdu ce plaisir des saveurs, des couleurs. On se remplit plutôt que on mange. Voilà. On devrait déjeuner, en fait, on se remplit plutôt. Et parfois devant son ordinateur. Et très souvent devant son ordinateur, comme ce monsieur qui mange un hamburger. Alors en fait, les recommandations qu'on a avec la naturopathe, c'est plutôt de revenir vers une alimentation saine, les fondamentaux, c'est-à-dire, on va dire les 3 V, le végétal, le vivant et le varié. Alors le végétal, c'est dire qu'on est plutôt fait pour manger des végétaux que de la viande. Alors là, je vais peut-être choquer certaines personnes parce que cette éducation sur l'alimentation, elle est vraiment ancrée dès le plus jeune âge, et puis elle est vraiment ancrée parce qu'on reçoit des messages
des pouvoirs publics et de la publicité qui sont aussi très ancrés. C'est-à-dire que quand on est petit, si tu manges pas ton steak, bah, tu vas être tout faible et tu vas pas grandir. Et si tu bois pas du lait, bah, tu vas être tout chétif et les os vont pas grandir. C'est quand même le message qu'on a très souvent entendu. Et pour autant, ben en naturopathie, c'est pas le message qui est porté. C'est-à-dire que il vaut mieux privilégier une alimentation à base de fruits et de légumes et de diminuer la consommation de protéines animales et remplacer ces protéines animales par des protéines végétales. Donc être plutôt sur du végétal, être plutôt sur du vivant. Donc là aussi, c'est très intéressant d'avoir une alimentation avec du cru. Donc en général, dans une assiette, on dit qu'il faut qu'il y ait une part égale de légumes crus et de légumes cuits. Et quand on parle de cuisson de légumes, mettre des légumes à cuire dans une casserole pendant très longtemps pour qu'ils soient super cuits, quand ils sortent, en fait, vos légumes, ils sont dépourvus de vitamines, de sels minéraux, parce que tout est parti dans l'eau. Il faudrait peut-être mieux boire l'eau que manger le légume. En fait, il faudrait davantage privilégier une cuisson à basse température, une cuisson vapeur, et de manger des légumes qui ne sont pas ultra super cuits, mais qui sont peut-être encore un petit peu croquants. Et là, vous êtes plus certaine de conserver tous les éléments importants pour votre santé qui proviennent de ces légumes. D'où le vivant. Le vivant aussi, c'est de consommer des oléagineux. Donc, on n'a peut-être pas trop l'habitude de consommer ce genre de choses. Ça va être tout ce qui est amandes, noix de cajou, noix de macadamia. Ça va être des noisettes, des pignons, des pistaches. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour notre santé. Et ensuite, le dernier V, c'est varier. Parce que l'idée, quand on est conseiller en naturopathie, c'est pas d'imposer un régime. Le truc, c'est qu'il faut se faire plaisir. Il faut continuer à faire plaisir. Alors évidemment, on a dit essayer de faire en sorte de diminuer la consommation de viande. Mais si vous avez un restaurant ce week-end avec une énorme côte de bœuf qui est trop bonne et que vous avez fait le tour de la ville pour la manger, mais allez-y, faites-vous plaisir. Donc il faut être varié et il faut faire en sorte de consommer de tout, mais dans des proportions respectables, on va dire. Les conseils en termes d'alimentation aussi, c'est d'avoir une alimentation naturelle qui regorge de zinc. Alors le zinc, vous avez dû suivre l'actualité avec le Covid. C'est sorti comme étant la façon dont les personnes qui étaient atteintes de Covid ont été soignées. Elles avaient un traitement médical et en plus, ils avaient un apport de zinc parce que le zinc est hyper important pour l'immunité. Donc, autant le prendre en amont, toujours pareil, hein, avant d'être malade. Donc, faire en sorte de faire attention de consommer du zinc, alors soit dans les aliments qui sont proposés là, soit avec des compléments alimentaires. Des super aliments comme la spiruline qui regorge de tout un tas de choses très bénéfiques pour l'organisme, et du fer notamment. Des graines germées, tout ce qui vient des abeilles avec le pollen, avec le propolis, qui sont d'un apport extrêmement intéressant. La vitamine C, ça en général on connaît. Et la vitamine D, c'est pareil dans le discours des naturopathes, la vitamine D, c'est pas celle qu'on va acheter chez son pharmacien qui est sous forme d'ampoule, mais ça sera de la vitamine D3, qui est de la vitamine D végétale, qui est souvent en forme de spray. Et celle-là, elle sera beaucoup plus efficace parce que elle va être assimilée par le corps, alors que celle qu'on trouve en général à la pharmacie, on ne sait pas trop où elle va se fixer. Donc là, je ne suis pas une spécialiste. Moi, j'adhère à ces idées. J'ai beaucoup de lectures sur ces sujets-là. Je suis complètement d'équerre avec ce que la naturopathe présente pendant les sensibilisations en entreprise. Et voilà à chaque fois ce qui ressort et qui est très intéressant sur l'alimentation. Alors, comment faire en entreprise? Alors, déjà, pour reparler non, je disais. Pour reparler de vos employeurs ils peuvent favoriser votre environnement professionnel pour justement favoriser cette nouvelle façon de manger.
C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des efforts sur le restaurant d'entreprise, à favoriser les circuits courts, à vous proposer des produits bio, peut-être pas la totalité comme dans les cantines des enfants, mais une certaine partie, à faire en sorte de respecter les saisons et de ne pas vous servir des tomates en plein hiver, parce que de toute façon elles sont pas bonnes, elles sont toutes vertes. De vous proposer du cru, de vous proposer des huiles, parce qu'en naturopathie, on peut parler pendant 1 heure et demie du bienfait des huiles, et qu'il vaut mieux consommer des huiles de colza et des huiles d'olive plutôt que qui sont bonnes pour la santé plutôt que les huiles classiques. Ils peuvent vous proposer des condiments, ils peuvent vous proposer des herbes, et l'idée, c'est de vous proposer une cuisine colorée. Et plus il y a de couleurs, plus c'est bon pour la santé, on va dire. Ils peuvent aussi proposer de modifier les pauses ou les petits déjeuners quand ils reçoivent des personnes de l'extérieur, des réunions, des formations. On a toujours les sacro-saintes chocolatines et croissants. Ça peut changer, c'est-à-dire que vos directions peuvent commander des paniers de fruits frais, des granolas faits avec des bonnes choses, des pâtisseries sans gluten, des pâtisseries faites avec des farines différentes. Voilà, ça permet de faire découvrir des nouvelles saveurs et de se dire, mais finalement, c'est facile de changer son alimentation. Et puis, ils peuvent aussi avoir un effet positif sur les distributeurs alimentaires pour faire en sorte d'offrir autre chose que du coca et des sneakers. On a le droit de dire des marques, oui, je crois, parce que je que ça. Oui. Mais On bon, n'est pas sponsorisé, malheureusement, on n'aura pas de sous en plus. des thés, des infusions, des boissons naturelles, des boissons à base de légumes avec du curcuma ou du gingembre à l'intérieur, des trucs qui sortent un peu d'ordinaire et qui soient bons pour la santé. Et donc, du coup, ils peuvent accompagner un message, dire que voilà, ils s'occupent de votre bien-être, ils s'occupent de votre qualité de vie en tant que travailleur, ils vous proposent des produits différents au quotidien. Et puis vous, pour modifier votre comportement, eh ben, vous pouvez mettre en place les petites idées que j'ai évoquées tout à l'heure. Vous pouvez faire attention au temps que vous vous dédiez à votre pause déjeuner, faire attention à la façon dont vous déjeunez, des personnes de qui vous vous entourez, pour que ce soit vraiment un moment de partage et pas un moment où vous avez englouti vite fait un truc pour vous remettre dans vos dossiers. Alors, en témoignage, on a Rolande qui nous dit qu'elle gère des formations et qu'elle a plusieurs stagiaires qui effectivement avaient demandé d'alléger le menu car ils s'endormaient. Donc, c'est vrai qu'ils ont allégé. On a Rolande encore qui dit que son fils est obligé d'emmener des noix de cajou et autres pour les goûter parce que les gâteaux sont interdits à l'école. Et Josette qui nous demande ce qu'est la farine de coco. Et ben, c'est la farine à base de coco. Tu vas trouver ça, je pense, dans un magasin bio, Oui. Josette. Hein. Ouais, vous allez trouver ça dans les magasins bio. On connaît beaucoup des farines parce que je suis intolérante au gluten, mais alors la farine de coco, je ne connaissais pas. Bon.